Bonjour et merci infiniment de nous recevoir encore chez vous aujourd'hui et d'être fidèles à ce rendez-vous d'échange sur les faits de notre société, les faits d'actualité. Rencontre et échange de vos numéros. Aujourd'hui, nous allons parler du CAR, le Comité d'action pour le renouveau, qui depuis le 5 mai dernier a un nouveau président national, après donc la mort de son président fondateur, Maître Yaovi Agbebo, pour qui nous avons encore une pensée pieuse en début de cette émission. Et le nouveau président s'appelle Robert Yao Daté. Il est mon invité. C'est avec lui que nous allons parler des faits d'actualité de ces derniers jours. Nous savons que nous sommes dans une année électorale. Deux élections se préparent. Le recensement électoral a pris fin. L'appurement des listes est en cours. Et avec lui, nous allons revisiter tous ces faits marquants de ces dernières heures. Monsieur Robert Yao Daté, merci d'accepter notre invitation. Bonjour, Monsieur Gérard. Oui. Bonjour à vos téléspectatrices et téléspectateurs. C'est un grand plaisir pour moi de m'avoir invité à votre émission que je suis de très près. C'est cela. Tout le plaisir est partagé. Alors donc, merci à vous d'être aussi à nos côtés ici pour échanger avec vous sur la situation. Mais avant cela, Lomé a connu une grande pluie mercredi dernier. Il a plu pratiquement sur tout le territoire national. Et Lomé-la-Belle en a fait un grand frein. Beaucoup de carrefours, beaucoup d'endroits. De notre capitale a été bloqué par les eaux. Et quel regard vous portez sur ça? Je crois que vous avez circulé un peu dans la ville pour voir ce qui s'est passé. Merci encore une fois. Il faut dire que cette pluie-là était vraiment une grande pluie. Et toute la matinée, on était bloqué à la maison. Et après, je suis sorti pour voir un peu la ville. C'est catastrophique. L'occasion m'a permis pour en fait partager la douleur des populations qui sont restées dans l'eau. Oui. Parce que partout où vous passez, il y a de l'eau. Et c'est l'occasion de saluer la police qui a pris soin de communiquer sur cet événement en lissant un certain nombre de carrefours qui sont inondés. Oui. Et j'ai voulu vérifier cela. Et effectivement, ces carrefours sont inondés et c'est difficile de passer. Ils ont attiré l'attention de la population sur ces endroits. Sur ces endroits. Pour éviter de passer par là. Voilà, je peux citer quelques endroits. Novici, par exemple, le boulevard de la Cara, boulevard des Armées. Ça, c'est la liste qu'a envoyée la police. Mais la police a oublié des endroits tels que Adide Gomé, Amadahome, Madiba, où presque toutes les maisons sont inondées. Donc, le problème est vraiment c'est grave. Il faut que le gouvernement fasse un effort pour que ces choses ne se répètent pas chaque fois. Oui, puisque ce n'est pas la première fois. Parce que ce n'est pas la première fois. Oui. Et puis, on a fait la retenue de rétention d'eau. Normalement, ces retenues de rétention d'eau doivent permettre à ce qu'on ne connaisse plus ces problèmes d'inondation. Malheureusement, ce sont ces retenues qui sont rapidement débordées. Ça veut dire qu'on n'a pas pris les mesures nécessaires pour évacuer l'eau là au fur et à mesure que ça vient. Donc, nous interpellons le gouvernement pour faire en sorte que les populations... Lorsque vous allez à Novici ici, mais toutes les maisons sont inondées. Lorsque vous allez à Madiba, comme je vous le dis, mais toutes les maisons... Comment ces populations-là vont pouvoir s'en sortir dans ces jours qui arrivent? Alors que c'est difficile pour ces populations d'abord de joindre les deux bouts. En plus, si l'inondation arrive et qu'ils n'ont même pas l'endroit où dormir, ça devient compliqué. Donc, nous interpellons le gouvernement pour qu'une solution rapide soit trouvée à cette situation-là. Alors, c'est étonnant parce que, en fait, nous sommes dans une période d'accalmie où les pluies ne sont pas si intenses que ça. Est-ce que ce n'est pas encore là les conséquences de ce réchauffement climatique, de ces désordres auxquels on assiste maintenant? Non, disons que c'est surprenant qu'en juillet, qu'on ait de si grandes pluies. Mais comme vous le dites, c'est les conséquences du changement climatique. Et donc nous devons être tous dire qu'à un moment donné, il faut que les humains puissent prendre des actes et s'engagent à ce qu'on lutte efficacement contre ce changement climatique qui risque de s'accentuer au fur et à mesure que les années passent. Et en même temps aussi sur le problème de l'urbanisme, n'est-ce pas? Puisque en fait il y a des zones qui sont reconnues inondables, mais que malheureusement nous achetons pour y habiter, Président. Ça aussi c'est un problème de la gestion du pays. Parce que l'État doit devancer les populations dans l'urbanisme. On constate que les populations s'installent avant que l'État ne vienne pour urbaniser les zones. C'est pour cette raison que nous pensons que tout ce qui est ordre au Togo, l'ordre des architectes, l'ordre des ingénieurs, l'ordre des médecins, tout ce qui est ordre
on doit faire en sorte que ces ordres-là ne soient pas des ordres politisés, mais que ce soit des ordres de compétences pour résoudre les problèmes togolais. Parce que nous avons plein d'ingénieurs, et je vous dis, le Togo regorge des compétences inouïes dans tous les domaines. Il faut que ces compétences-là, quel que soit leur bord politique, puissent être associées à la gestion de l'État pour résoudre les problèmes du pays. Mais malheureusement, dans notre pays, des fois, les compétences sont là, mais on leur colle des étiquettes qui font que la compétence-là n'est pas utilisée à bon escient. Donc, il faut qu'on sorte de ça. Voilà. Merci pour cette parenthèse en ce début d'émission. Et donc, nous pensons à ces personnes qui sont victimes de ces inondations. Et malheureusement, ce qui se passe, ça va rester pendant longtemps avant que ces l'eau ne se dégage de ces maisons. Retour donc à l'actualité proprement dit. Je le disais tout à l'heure dans mon intro, vous êtes le tout nouveau président national du CAR. Après tout ce qu'on a connu, ces soubresauts internes à votre formation politique, on ne revient pas là-dessus. Il faut avancer, comme vous l'avez souligné vous-même. Alors, vous avez pris les rênes de cette formation fondée par Maître Agbo-Ibon. Peut-être une pensée pour Maître Agbo-Ibon Oui, bon, disons que la nature est faite ainsi. À un moment donné, nous devons quitter la Terre pour rejoindre là où nous venons. C'est la loi cosmique, n'est-ce pas? C'est la loi cosmique. Aujourd'hui, nous sommes des orphelins, mais de grands orphelins, heureusement. Et Maître Agbo-Ibon non seulement a laissé un nom, mais a laissé une idéologie, qui est l'agboïbisme dont nous parlons. C'est ça. Et nous pensons que ce monsieur, si ce n'est pas que les uns les autres n'ont pas voulu le comprendre, aujourd'hui, nous allons déjà faire maintes alternances au Togo, et qui fera que le Togo va aller de l'avant. Mais donc nos pensées sont vraiment des pensées pieuses pour cette personne-là, qui est loin de nous depuis quelques années. Tout à fait. Et alors, vous avez pris les rênes de votre formation politique. Quelles sont vos priorités dans l'état où se trouve actuellement le parti après ce grand fossé que vous a laissé votre prédécesseur? Quelles sont vos priorités? Non, disons que aujourd'hui, nous disons que ça n'a pas été facile que nous fassions notre congrès après Maître Agbo-Ibon. Et tout ce à quoi vous avez fait allusion, c'est normal. Remplacer un homme de carrure comme Maître Agbo-Ibon ne doit pas être facile. Et donc, les Togolais doivent comprendre que c'est tout à fait normal. Oui. Et c'est parce que c'est un trésor qu'on a laissé qui fait que tout le monde s'est battu pour ça. Donc, nous devons positiver tout ça là et aller de l'avant. Aujourd'hui que nous avons fait notre congrès, notre parti est remis sur les rails et les militants et les militantes qui sont à nos côtés souhaitent à ce que ce parti connaisse encore l'essor comme ce qui s'est passé en 1994, même plus. Donc, nous travaillons à cela et c'est pour cela que chaque jour que Dieu nous donne la force nécessaire, nous allons vers ces populations-là et ces militants pour que le parti renaisse de nouveau. Alors pour vous, il n'est pas question de réinventer le CAR? Non, il n'est pas question de réinventer le CAR. Il est question de continuer dans la méthode que nous a laissé notre patron, qui est la méthode idéale pour faire sortir le Togo de ce marasme-là. Et l'expérience a montré que toutes les autres méthodes n'ont pas apporté de fruits à ce pays. Seule, lorsqu'on prend sur le plan politique, seule la méthode d'Agbo-Ibon a permis au Togo d'avoir un certain nombre de gains, un certain nombre d'acquis. Et à quoi consiste cette méthode? Oui, la méthode consiste à la pression et au dialogue. Donc, parce que pour... les deux à la fois. Les deux à la fois, bien sûr. En même temps qu'il mettait la pression sur le pouvoir, oui. Il était ouvert. Il était ouvert au dialogue. Oui. D'accord. Et les gens n'avaient pas compris. Et les gens ont profité du fait qu'il incarnait le dialogue pour dire tout ce qu'on doit dire. Et ça nous a cloîtré jusqu'à ce jour. Nous voulons, heureusement, qu'après sa mort, tous ceux qui étaient ses adversaires politiques ont compris qu'en fait, c'est parce qu'on ne l'a pas compris. Aujourd'hui qu'ils ont compris et que les Togolais ont compris, nous voulons encore accentuer cela pour que le Togo puisse enfin sortir de l'ornière et que nous puissions amorcer la voie du développement. Donc vous vous inscrivez dans cet agboïbisme? Nous sommes dans l'agboïbisme, comme on le dit, voilà. Qui est le principe de la pression du dialogue et qui permet... Parce que
l'adversaire politique n'est pas un ennemi. Pour nous, l'adversaire politique n'est pas un ennemi. Tout à fait. Oui. Et nous avons l'obligation de lui dire la vérité dans le respect. Ça, c'est bon, ça, ce n'est pas bon. On peut le faire autrement. Et donc, à partir de cet instant, lorsque vous avez cette conception-là, on se respecte, on sait que l'intérêt qui nous guide, c'est l'intérêt du Togo. C'est cela. Et c'est pour ça que dès votre prise de fonction, vous avez entrepris une tournée vers les 50 fédérations sur tout le territoire national. Je ne sais pas à quelle étape vous en êtes maintenant, mais alors, quel accueil ces fédérations vous ont-elles réservé et quel était le message dont vous êtes porteur? Bien. Alors, vous voyez l'écharpe que je porte là, c'est dans une fédération. Les gens ont souhaité que je porte ça pour venir à votre émission. Et j'ai dit que je vais leur faire plaisir. C'est ça. Alors, c'est-à-dire que lorsque les populations, sinon les militants, sont venus nous confier la charge du parti, il est de bon ton qu'après ça, j'aille vers eux pour leur dire, en fait, félicitations pour ce que vous avez fait et merci pour la confiance que vous avez placée en ma personne. Parce que la charge... C'est ça la démarche, oui. Oui, la charge n'est pas une charge personnelle. C'est la charge de tous les militants. Donc je suis parti vers eux pour leur dire d'abord merci et pour avoir toujours porté le parti dans leur cœur pour que le parti renaisse, comme vous le dites, mais dans la méthode du patron. Et disons qu'ils étaient contents qu'à un moment donné, c'est comme si le cas n'existait pas. Mais après le congrès, le cas a commencé par exister sur le plan médiatique et sur le terrain. Oui, le cas n'existait pas parce que vous n'étiez pas aux dernières élections, parce que vous n'avez plus de députés, parce que le maître est décédé. Alors finalement, par quelle méthode vous pensez relancer tout cela sur les rails pour faire avancer le parti? Alors, concernant les dernières élections, je le dis partout que le CAR n'a pas boycotté ces élections, les 2018, mais le CAR était obligé de ne pas y participer. Alors, on ne va pas revenir sur tout ça là. Oui. Mais nous devons tirer les leçons de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, tout ce qui se passe au Parlement, où nous n'arrivons pas à porter notre voix, nous devons savoir que c'est vraiment un gâchis. Et parce que c'est au Parlement que les lois se font. Et si nous sommes absents à ce Parlement-là, ça veut dire que nous n'avons plus notre voix. Donc, nous travaillons à ce que, pour les prochaines élections, ces élections-là soient vraiment des élections. Donc, vous allez prendre part à ces élections? D'abord, ces élections soient libres, transparentes et démocratiques pour que tout le monde, c'est seulement le cas, que tous les partis politiques qui souhaitent aller à ces élections-là, qui puissent participer à ces élections pour que, à la fin, les Togolais soient fiers que les élections de 2023 ont été des élections libres, transparentes et démocratiques pour que, enfin, le gagnant puisse féliciter le perdant et que le perdant puisse féliciter le gagnant. Parce que c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est lorsque tout est transparent et que le perdant dise « Ah, j'ai perdu parce que je n'ai pas travaillé. » À partir de là, mais si le perdant, on dit qu'il a perdu, alors que ce qu'il croit avoir n'est pas ça, ça pose un problème. C'est pour cela que nous insistons sur la transparence de ces élections. Et pour cela, il y a des points sur lesquels nous allons revenir pour que ces élections-là soient transparentes pour tout le monde. Et à la fin, c'est le Togo qui gagne. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas l'adversaire politique, non. Mais dès que les élections sont transparentes, c'est le Togo qui gagne. Parce que les partenaires au développement vont commencer par avoir confiance au Togo et ils sont fiers de venir investir au Togo. Mais tant qu'on aura des élections qui sont des élections contestées, mais qui va vouloir venir investir son argent? Donc nous travaillons ça. Est-ce que cette fois-ci, vous avez cette garantie que ce dont vous parlez, la transparence des élections crédibles, vous avez la garantie que ça va être une réalité? Non, nous pensons, comme je vous l'ai dit, que nous avons notre méthode qui est la pression et le dialogue. Nous avons porté ces doléances au niveau du gouvernement pour qu'on puisse mettre en place l'essentiel pour que ces élections soient transparentes. Pour le bonheur de nous tous. Ce n'est pas pour le bonheur du CAR seulement, mais c'est pour le bonheur de nous tous. Alors, et quand on revient au CAR, quels sont les moyens dont vous disposez pour cette remobilisation, je me rappelle de ce thème cher à votre patron, cette refondation, n'est-ce pas, du pays? Bien. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que malgré le temps qu'on a perdu avec le décès du patron, nos fédérations sont restées
égale à elle-même. Et lorsque nous avons voulu faire le congrès, vous avez vu, toutes les fédérations sont arrivées sur tout le territoire. Donc c'est un acquis pour nous. C'est-à-dire que c'est un grand atout pour nous qui nous permet d'aller vers les populations. C'est-à-dire que l'existence de la base, quoi. La base existe. Oui. La base, les fédérations sont là et sont aux aguets. Donc il nous revient à nous, en tant que premiers dirigeants, d'aller vers eux. C'est ce que nous avons commencé par faire. Et je profite pour vous dire que le 23 juillet prochain, qui est un dimanche à 8h, nous allons faire une messe d'action de grâce parce que nous sommes un parti de démocrates croyants. Ça ne veut pas dire que nous sommes que des chrétiens, non. Ça ne veut pas dire que nous sommes que des musulmans, non. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes que des animistes, non. Mais nous croyons qu'il y a un être supérieur qui est contraire à un athée, qui ne croit pas qu'il y a un être supérieur. Nous croyons qu'il y a un être supérieur à qui nous confions notre mission. Donc nous allons faire une messe d'action de grâce le dimanche 23 juillet à 8h à Couvé, qui est le village natal de notre feu patron. Et à partir de là, nous allons lancer nos activités en bonne et due forme sur le terrain. De façon plus officielle, c'est ça? Voilà. Oui. Et la tournée, vous en êtes à quelle étape maintenant? Aujourd'hui, nous avons fait, disons, un certain nombre de fédérations du Grand Lomé. On est rentré dans la région maritime et dès que nous allons finir de faire la messe d'action de grâce, nous allons attaquer en allant vers l'intérieur du pays. Et au sujet de la préparation de ces élections de cette année, vous avez entre-temps interpellé le gouvernement. Sur quel point? Alors, nous avons interpellé le gouvernement sur le recensement dans la zone 1. C'était ça notre communiqué. Et je crois que vous voulez aller plus loin. Mais nous avons constaté que la zone 1 était la première zone. Et donc, le travail dans cette zone-là a eu quelques couacs. Et le gouvernement et la CENI ont reconnu cela. Alors, nous avons dit que si tel est le cas, parce que le dernier jour, on a vu des gens qui étaient dans la queue, qui n'avaient pas eu leur carte d'électeur. Alors, si ça n'est ainsi, il serait mieux que le gouvernement revienne sur la zone 1 pour faire quelques jours de recensement selon le besoin et permettre à ces Togolaises et Togolais qui n'ont pas... En même temps, on avait prolongé justement dans cette période-là, dans la zone 1. Mais moi, je parle du dernier jour de prorogation. C'est ça, okay. D'accord, le dernier jour, il y a eu des gens qui étaient dans la queue qui n'avaient pas leur carte d'électeur. Alors, les gens nous disent que, lorsqu'on voit les chiffres disent que nous sommes même au-delà de pourcentage requis par rapport aux populations. On dit, mais ce n'est pas ça, notre problème. Nous avons vu que dans la queue, il y avait des gens qui étaient là, qui demandaient leur carte d'électeur. Il faut qu'on trouve un moyen pour que ces gens-là aient leur carte d'électeur. Oui. Et c'était ça notre communiqué que nous avons adressé au gouvernement pour qu'en fait, on puisse trouver une solution. Voilà. Rencontre échange nouveau numéro, nous parlons du CAR et des échéances électorales qui arrivent. Monsieur Robert Yao Daté, président national du CAR, est donc mon invité. C'est avec lui que nous faisons le tour de ces questions de l'heure. Alors, Monsieur le Président, vous avez été au CPC. Tout à l'heure, vous parlez justement de votre souci de ces couacs qui ont lieu au dernier jour du recensement dans la zone numéro 1. Et pourtant, au CPC, eh bien, vous avez été tous unanimes à dire qu'il n'y a pas de reprise de ces enrôlements d'électeurs dans la zone citée. Non, attends, je crois que ce n'est pas... Je ne suis pas sûr que vous avez prononcé le mot unanime. Ah, oui, mais vous avez été quand même à... Ah non, on n'a jamais dit à l'unanimité qu'on ne va pas reprendre. Ça, c'est hors de question. D'accord. On n'a jamais dit ça. Plutôt, on a été presque unanime à dire qu'il y a eu problème dans la zone 1. Et que le gouvernement doit trouver les voies et moyens pour voir comment ces électeurs, ces potentiels électeurs de la zone 1 puissent avoir leur carte. C'est ça. Donc, dire que nous avons été unanimes pour dire qu'il n'y aura pas de recensement, je ne crois pas que ça soit la bonne version. Et cette demande a été rejetée? Non, on ne peut pas dire aujourd'hui que la demande a été rejetée. Oui. Nous le disons, nous avons posé le problème au gouvernement. Et le premier jour qui a été consacré à cette activité-là, qui est la question fondamentale, en fait, pour laquelle le gouvernement nous a invités, qui est le recensement dans la zone 1, à la fin, nous, au cas où on a repris encore la parole pour leur dire que, mais vous nous avez présenté des chiffres.
pour nous dire que ces chiffres-là sont très importants, mais ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est qu'on a vu des Togolaises et des Togolais le dernier jour qui n'ont pas eu leur carte d'électeur. Il serait bien que vous, en tant que gouvernement, vous puissiez voir avec la CENI comment faire pour que ces personnes-là puissent avoir leur carte d'électeur. Parce que ce ne sont pas les militants du cas seulement. Oui. C'est les militants de tous les partis politiques. À moins qu'on dit que tous ceux qui sont restés là sont militants du cas. Bon, je ne suis pas sûr. Donc, demander à ce que tous ces électeurs-là aient leur carte d'électeur revient de demander quelque chose pour toute la population, pour tout le Togo. Oui. Voilà, c'est comme ça que nous concevons la chose et nous avons dit au gouvernement que c'est très important. Alors, revenons au CPC, comme vous l'avez dit, ce n'est pas que ce point-là que nous avons soulevé. Le deuxième jour était consacré presque à ce que le SNAP avait fait. D'accord ? Nous avons fait un point de presse la fois passée pour situer l'opinion nationale et l'opinion internationale. Nous avons posé un autre problème au CPC qui est aujourd'hui la recomposition de la CENI. Parce que la CENI a déjà son mandat qui est expiré. Il faut qu'on voit dans quelle mesure tous les acteurs qui sont puissent dire, bon, voilà, on renouvelle la CENI pour un consensus pour pouvoir aller à ces élections. Parce que les élections qui arrivent là sont d'une importance capitale pour le pays. Faisons en sorte que ces élections puissent être des élections où les résultats seront acceptés par tout le monde. Parce que, quoi qu'on dise, nous avons connu trop d'élections avec des contestations. Des problèmes. Oui. Faisons en sorte que ces élections de 2023, on puisse dire enfin, le Togo a organisé une élection sans problème. La troisième chose pour laquelle nous nous sommes prononcés au CPC, c'est la question de bulletin nul. Le SNAP a dit que, ils se sont entendus pour dire que le jour du vote, on doit authentifier les bulletins de vote dans le bureau de vote par 2 signatures en plus de l'hologramme. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Oui. Parce que lorsque vous prenez les bulletins de vote, jusqu'à présent, on mettait l'hologramme. C'est ça. OK? Oui. L'hologramme, c'est quoi? C'est sous forme de vignette, comme sur le bulletin, pour dire que ça vient de ce bureau de vote. Oui. On a dit que maintenant, en plus, pour compliquer la tâche aux voleurs. Aux fraudeurs, disons-le. Bon, aux fraudeurs, oui. on va 2 personnes, une personne de la sensibilité majoritaire, une personne de la sensibilité opposition doit signer le bulletin de vote. Mais le code électoral n'a pas tenu compte du fait que lorsqu'il n'y a pas les 2 signatures, le bulletin est nul. OK. Alors, nous avons dit au CPC que c'est un problème. Jusqu'alors, une seule signature suffit pour... c'est-à-dire que lorsqu'on prend le bulletin et qu'il n'y a pas de signature, le bulletin est valable. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Du moment où vous avez accepté que les 2 signatures doivent figurer sur le bulletin le jour du vote, ça veut dire qu'au dépouillement, lorsqu'on n'a pas de signature, le bulletin est nul. On dit que si la signature a évolué, parce que c'est 500 signatures, il se peut que la signature évolue. Mais même si la signature évolue, le fond de signature est toujours là. D'accord? Donc si la signature évolue, qu'on conteste, on se réfère à l'hologramme. Mais il faut qu'il y ait d'abord les 2 signatures. Donc ce point aussi, nous l'avons soulevé, parce que ça fait partie de la transparence des élections. Parce que si le jour-là, on constate qu'il y a des bulletins qui sont rentrés dans l'urne, alors qu'ils ne sont pas passés par le bureau de vote, parce que si ça passe par le bureau de vote, doit avoir les 2 signatures. Alors ce bulletin-là doit être dégagé pour dire que ce n'est pas un bulletin, c'est un bulletin nul. C'est pour éviter le bureau de vote parallèle clandestin. C'est ça, c'est pour éviter le bureau de vote parallèle clandestin. Alors, ça fait partie du fait de la transparence des élections et nous l'avons porté au niveau du CPC pour que le gouvernement travaille sur ça. C'est ça. Et jusque-là, on n'a pas encore de réponse à propos. Non, nous, je pense que, vous savez, le dialogue, ce n'est pas seulement ce qu'on voit à la télé. Le dialogue se poursuit même après la télé. Dans les coulisses. Ah oui, le dialogue, c'est ça même la force du dialogue. La force du dialogue, ce n'est pas seulement ce que nous voyons à la télé, mais dans les coulisses, vous allez pouvoir vous discuter d'un certain nombre de choses pour dire. L'essentiel, c'est d'avoir le résultat pour la population. Oui, alors la préoccupation fondamentale, c'est le recensement, parce que c'est à cette étape que se passe la première fraude, selon les experts, l'enrôlement des électeurs. Et actuellement, on est en train de revisiter, en tout cas, la liste, on enlève les doublons, on parle de 91 000
de double inscription. C'est aussi votre avis à ce sujet? Nous devons revoir même notre façon de faire le recensement électoral. Je crois que bon, maintenant que c'est déjà fait. Le sujet a été soulevé au CPC et lorsqu'on a jusqu'à 91 000 personnes qui ont fait des doublons, peut-être cette double inscription. Oui, double inscription, triple inscription, on nous a dit que quelqu'un a fait ça 14 fois. Ah bon? Ah oui. Dans différents bureaux de vote. Parce que le problème, oui, c'est le logiciel aujourd'hui ne permet pas qu'on puisse détecter quelqu'un qui s'est inscrit. Ici, c'est où? C'est Token Trésor. Oui. Quelqu'un qui s'est déjà inscrit à Token Trésor peut aller s'inscrire à Baie. Oui. Parce que le logiciel ne permet pas aujourd'hui de le détecter pour là-bas pour dire que tu veux t'inscrire 2 fois. Est-ce que c'est une fois ou bien c'est ainsi que c'est programmé? Non, je crois que c'est une question de programmation, c'est une question de logiciel, c'est une question de coût. Voilà. Parce que pour pouvoir le mettre en réseau totalement, oui. Ça veut dire qu'il faut changer même les machines, il faut avoir une bonne capacité et ça demande encore plus d'investissement. Alors là, dans ce cas-là, il faut qu'on réfléchisse autrement. Est-ce qu'un jour, nous ne devons pas faire en sorte que nos cartes d'identité nous servent comme carte d'électeur? Parce que au Togo, lorsque tu as 18 ans, tu as le droit à la carte d'identité. Alors, notre test dit à 18 ans, tu es électeur. Donc, nous devons réfléchir. Oui, carte d'identité, donc il faut payer, alors que la carte d'électeur est gratuite. Non, mais la carte d'électeur est gratuite. Oui. Mais si on voit l'investissement qu'on fait, parce que l'investissement qu'on fait, c'est vous et moi, hein, c'est nos taxes que nous payons. D'une manière ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre, nous contribuons à ce que ça soit fait. Donc, il faut qu'on trouve un moyen de telle manière que lorsque la personne naît au Togo, à un moment donné, il faut s'il a le droit d'avoir la nationalité, qu'il ait sa nationalité et qu'il ait sa carte d'identité nationale, automatiquement il est électeur. Parce que ne peut voter au Togo que les Togolais. Les étrangers n'ont pas le droit de voter au Togo. Donc, si nous avons opté pour ça, ça veut dire que tous les Togolais qui ont leur carte d'identité, à partir de 18 ans, on doit voir, peut-être qu'on va dire, si tu es étudiant, la carte d'identité, ce n'est plus 5 000, c'est 1 000 francs ou bien 5 500, ça dépend. Le gouvernement doit pouvoir trouver des voies et des moyens pour que demain, on n'investisse pas des milliards encore pour faire le recensement qui est toujours source de contestation. Voilà. Donc, ça suppose qu'un travail de fond doit être fait, même au niveau des villages, pour que tout le monde ait le document nécessaire. Mais ce n'est pas d'ici demain. Donc, c'est une programmation à long terme et nous devons réfléchir à cela. C'est ça. Voilà. Alors, le gouvernement n'a pas, non plus, aussi n'a pas communiqué sur la date de ces élections. Est-ce qu'on va les coupler? Est-ce qu'on va les faire séparer? Et quel est votre schéma au cas? Non, disons que, si vous vous souvenez, après l'enterrement de notre patron, nous avons fait une rentrée politique à l'époque et nous avons dit que nous, au cas, nous ne sommes pas d'accord qu'on dépense beaucoup d'argent pour les élections au Togo. Chaque année, il y a des élections. Donc, nous avons suggéré au gouvernement à l'époque qu'il faut aller vers le coupage des élections. Et je crois que ça a été entendu. Au CPC, l'autre jour, le ministre nous a informé que les élections seront couplées. Alors, peut-être que ça ne peut pas être couplé le même jour, dans le même jour, mais ça peut être aujourd'hui, on fait, et demain, on fait l'autre, ou bien aujourd'hui, et dans une semaine, on fait l'autre. Mais l'essentiel, c'est que ces élections aient lieu dans la même période. Parce que ça revient moins cher. Donc, pour nous, au cas, il faut même réfléchir à ce qu'à un moment donné, qu'on est vers les élections générales. C'est-à-dire qu'on prend une période, on fait la présidentielle, les locales, les législatives. Ça nous revient moins cher. Mais avant d'arriver à cela, il faut qu'on sorte du fait que le pouvoir d'État soit conçu comme, disons, je ne sais pas comment le dire pour ne pas trop choquer, mais ne soit pas conçu comme un butin de guerre. D'accord? Le pouvoir d'État doit être conçu comme un service pour le peuple. Et une fois qu'on s'entend sur ça, ça veut dire que lorsque je viens au sommet de l'État, je viens servir le peuple et non mes militants. Parce que si vous êtes élu président de la République, vous êtes élu pour tout le monde.
lorsqu'on prend les voies dont nous venons de parler qui sont inondées, c'est tout le monde qui passe sur ça. Bien sûr. Voilà, donc si on doit bien asservir ces voies-là, c'est la voie de tout le monde. Donc lorsqu'on va avoir cette conception-là, nos élections vont être des élections de moins en moins contestées, parce qu'on sait que lorsque celui-ci gagne ou bien celui-ci gagne, c'est toujours pour le bien du pays. Oui. Et la transparence va être de mise. Et à partir de là, nous allons commencer par aller de l'avant et commencer par faire le pas que nos aïeux ont prédit pour notre Togo. Les aïeux nous ont dit que le Togo est l'or de l'humanité. Ils n'ont pas menti. Maintenant, comment travailler pour que l'or là dont on nous parlait soit vraiment une réalité? Ça devient notre affaire et c'est le travail de tous les jours. C'était même douter de ces élections régionales, trouvant même que ce n'est pas important pour le Togo. Ce serait encore une autre façon de faire du gâchis. Quel est votre avis là-dessus? Non, c'est vrai qu'au cas, nous sommes prononcés sur ces élections en disant que les élections régionales, c'est bon peut-être, mais c'est mieux d'éprouver encore plus les élections communales que nous avons faites. Parce que jusqu'à ce jour, hein, les communes ne sont pas effectives. L'exercice de la communalisation pose problème. Il y a des couacs. C'est dommage que ce qui se passe lorsqu'on parle des inondations partout, normalement les communes ont leur droit de regard. Lorsque j'ai parlé de la situation de Adido Gomé, Amada Home, Bamadiba, mais on m'a dit que maintes fois la commune Golfe 5 est partie, les gens sont partis voir ça. Mais ils étaient impuissants pour pouvoir travailler, résoudre le problème là pour les populations. Dans le cadre de la décentralisation, on relève de quelle attribution? De l'attribution de la commune, du pouvoir central? Non, de toutes les manières, tout ce qui se passe sur le terrain communal doit interpeller la commune. Si la commune sait que ce n'est pas de son ressort, la commune a l'obligation d'aller vers le pouvoir central pour dire, bon, chez moi, il y a un problème, résolvez-moi ça. Mais on ne voit pas ça. Dans le cas d'espèces, qui doit être interpellé en premier lieu? D'abord, les populations vont s'adresser aux communes. Oui. Et c'est eux qui sont proches. Et c'est maintenant, à partir de là, ça revient aux communes de porter la voix des populations vers les dirigeants. C'est pour cela que la décentralisation, c'est bien, mais il faut que ça soit bien fait pour que tout le monde joue son rôle. Donc, il faut aller d'abord éprouver à fond la communalisation que nous avons entreprise avant d'aller vers les élections régionales. Mais aujourd'hui, je crois que la loi fondamentale impose les élections régionales parce que la Cour constitutionnelle, il y a une partie des juges qui doivent être désignés par le Sénat. C'est ça. Donc ça veut dire que notre Cour constitutionnelle aujourd'hui n'a pas tout le nombre requis. Donc tous ces aspects-là font que on est en train d'aller vers ces élections régionales qui, en fait, pour le cas, sont des élections qui peuvent nous faire encore des économies. Au lieu d'aller vers ces élections-là, et si on peut trouver des voies des moyens pour les mettre de côté en attendant, mais pourquoi pas? Mais à défaut, bon, on ne peut pas dire autre chose. C'est ça. Rencontre échange, le président national du CAR, Robert Daté, est donc mon invité pour le tour d'horizon de cette question d'actualité. Nous parlons des élections régionales, législatives, nous parlons du recensement. Et on n'a pas, dans la zone 1, il y a eu des difficultés, des couacs, comme il le disait, mais rien n'est sûr qu'on va les reprendre, oui ou non. Est-ce que vous y croyez que finalement, ils vont vous entendre pour revenir à ce que vous leur proposez, ou en tout cas à ce que vous leur dites? Non, je crois que c'est, comme je vous l'ai dit, le problème est posé et nous travaillons à ça. Oui. Et nous avons espoir jusqu'à la dernière minute. Parce que ce n'est pas un problème technique, c'est un problème politique. Et les gens nous ont dit que la CENI commence par déjà faire l'appurement des fichiers, que tout est fin prêt. Mais j'ai dit non, c'est un problème politique. Si nous tous nous savons que c'est un problème politique qui risque d'avoir des conséquences demain, prenons le temps de le résoudre. Une fois qu'on a résolu ce problème-là, nous balisons la voie pour des élections apaisées. C'est pour cela que nous disons toujours au gouvernement de faire tout pour voir dans quelle mesure il règle ce problème. Nous interpellons plus le gouvernement parce que c'est une question d'argent. La CENI peut avoir toute la volonté de reprendre le recensement là dans la zone 1.
Mais tant que la CENI n'a pas d'argent, la CENI ne peut pas le faire. C'est le gouvernement qui met l'argent à la disposition de la CENI. Et c'est pour cela que nous interpellons le gouvernement pour cet aspect-là de la zone 1, que tout le monde a reconnu. Il faut faire en sorte qu'on balise le terrain pour les élections prochaines, qui soient des élections plus apaisées. Une certaine opinion pense que vous attelez, bien vous insistez sur la zone 1 parce que c'est là où se trouve la base des militants de l'opposition. Non, non, je crois que c'est une erreur de croire que la zone 1... Il n'y a pas de couacs dans le recensement dans les autres zones? Non, moi, les informations que j'ai eues, les autres zones sont mieux que la zone 1. Et puis là, c'est normal parce qu'on a commencé par la zone 1. Oui. Et donc, toutes les difficultés, c'est ici qu'on les a éprouvées avant de trouver des solutions. C'est ça. Donc, c'est une question de logique. Ce n'est pas parce que... Dans la zone 1, il n'y a pas que les militants du CAR. Il y a les militants de tous les partis politiques, y compris les militants de la majorité au pouvoir. Donc, du parti au pouvoir. Donc, disons que c'est tout le monde. Et dans la queue, le dernier jour du recensement dans la zone 1, ceux qui étaient là, il y en a que je connaissais qui étaient aussi du parti au pouvoir. Voilà, donc on revient au cas. Comment vous vous préparez pour affronter ces élections après une plus ou moins longue période d'absence de terrain? Quels sont vos atouts pour être sûr que vous compterez des voix au sein de la prochaine Assemblée nationale et même au niveau des régionales? Non, je crois qu'aujourd'hui, le CAR se sent mieux qu'hier. Et nos fédérations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont nos atouts. Et déjà qu'on est sorti de là, dans les fédérations, des appels sont là pour dire tel dit je serai candidat, tel dit je serai candidat. Déjà, avec ça, nous savons que les gens sont prêts à aller au combat. Et il nous revient à nous autres de les y encourager. Donc, les fédérations sont nos atouts. Et le second atout que nous avons, c'est que nous avons une méthode qui est dit de dire la vérité aux populations. Et cette méthode-là, c'est ça que nous allons utiliser. Dire la vérité dans le respect de tout le monde. Et ça nous permettra à nos militants et à nos candidats qui se préparent à ces élections pour dire que lorsque nous y arrivons, voilà ce que nous allons dire et qui va permettre aux populations de nous faire confiance. Dieu merci que les populations aient éprouvé les autres méthodes. Les populations ont compris que les autres méthodes n'ont pas apporté ce que les populations cherchaient. Donc aujourd'hui, nous les invitons à appliquer la méthode du CAR, de telle manière que de nous donner la confiance au moment venu pour qu'on aille à ce Parlement-là et porter leur voix. Il y a des tractations qui sont en cours de concertation entre vos partis politiques et de propositions de la société civile. Il y a même des réunions qui ont été déjà organisées. Est-ce que le CAR est prêt à entrer dans une coalition avec d'autres formations politiques du pays pour peut-être aller à ces consultations électorales? Bon, je peux vous dire que le CAR n'est pas hostile aux coalitions. Et le CAR en a fait beaucoup. Et la toute dernière que vous connaissez, c'est la C14 qui a été d'une importance capitale pour ce pays. Et le problème de ces coalitions, c'est que à un moment donné, les gens ne veulent pas qu'on ait des résultats. Voilà. Donc, parce que pour avoir un résultat, il faut avoir une méthode. Je peux vous dire ici sur ce plateau et aux yeux de tout le monde que si c'est que les gens avaient écouté le CAR pour la C14, je crois qu'aujourd'hui, les députés que nous irions au Parlement, c'est nous qui serons majoritaires. La lutte que nous avons menée à l'époque, avec à sa tête le feu maître Yavia Bobo, c'était pour que nous puissions rentrer au Parlement en tant qu'opposition, un bloc. C'est ça. Et faire pression sur le gouvernement pour changer un tant soit peu la politique togolaise. Mais nous n'avons pas été écoutés. Et ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve 0 siège au Parlement. Oui, ce qui embête aussi parfois, c'est que celui qui fait la proposition veut en être l'incarnation, c'est ça. Ah non, c'est-à-dire que si on fait il faut que la proposition soit acceptée d'abord. Si la proposition... Je vais aller dans les détails un peu. Oui. Nous avons eu 8-8 à la CENI. Nous devons rentrer à la CENI. Mais à un moment donné, les gens ont dit non, on ne rentre pas à la CENI.
Je dis, mais pourquoi vous ne voulez pas rentrer dans la CENI avec 8-8? À partir de là, parce que il faut d'abord commencer petit à petit pour avoir tout. C'est ça, non? Absolument. Ah, c'est ça le principe. Donc, nous ne sommes pas hostiles aux coalitions, et puis nous discutons encore avec beaucoup de personnes. Je peux vous dire que nous avons même été à la réunion de la DMP la fois passée, le jeudi passé, et on a discuté avec eux, et nous échangeons avec nos partenaires de l'opposition. Et l'essentiel, c'est que nous trouvons des solutions aux problèmes togolais. C'est très important. Maintenant que nous avons connu beaucoup de chemins, nous avons fait beaucoup d'expériences, tirons les conséquences pour que demain, si nous voulons aller à une coalition, que ce soit une coalition solide ou bien qui permet à ce que des résultats soient là. Bien, dernier volet de notre discussion, je vais peut-être m'intéresser à vous personnellement, M. Robert Yao Daté, président national du CAR. Quelle expérience avez-vous fait de la politique togolaise, notamment quand on milite dans l'opposition? Bon, c'est vrai que les gens ne me connaissent pas tellement parce que... Oui, on en a parlé. Parce que je ne suis pas trop présent sur les médias. Mais il faut vous dire que c'est depuis 1990 que je suis dans la politique. Ah oui. En ce temps-là déjà? Ah oui. En 90, j'étais dans l'ombre alors? J'étais déjà dans la politique. Et je peux vous dire qu'en 1994, déjà, j'étais membre du bureau de vote pour le CAR. Les élections législatives de 1994. Oui. Et à Agoué, au CG Agoué, avec le député Djedja Avagnon. Donc je ne suis pas le nouveau venu dans la politique. Alors, ce que nous avons connu dans la politique togolaise, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est que les gens ont préféré le mensonge à la vérité. Si c'est que nous avons compris que la politique, ce n'est pas le siège du mensonge, et que c'est plutôt le siège de la vérité, nous serons là au Togo déjà. Donc nous devons transcender le mensonge, la politique de mensonge pour arriver à la vérité. Et je le dis très souvent que le populisme est à la démocratie ce que le cancer est à l'organisme. Des fois je pleure parce que je dis mais on a gâché des vies humaines sans résultat. Moi je me souviens de l'année 90 lorsque nous sortions dans les rues. Je me souviens encore de mes collègues de classe. Alors, tout ce monde-là sont partis. Tout ce monde-là est parti plutôt sans qu'on ait un résultat. Il faut qu'on change de la politique. La politique, ce n'est pas le siège du mensonge. C'est le siège de la vérité. C'est ça le problème que moi j'ai connu en étant dans l'opposition jusqu'à ce jour. Sinon, on aurait sorti de ce pays, de ce marasme-là. Et étant donné que la lutte est longue, aujourd'hui, les gens sont fatigués. Oui. Les gens sont fatigués lorsque vous leur parlez de la politique. Seuls les courageux peuvent encore dire « je suis dans l'opposition ». La plupart de ceux qui étaient dans l'opposition à l'époque où nous étions jeunes, on les suivait, aujourd'hui, ils ont changé de camp. Parce que la lutte a trop duré. Mais disons qu'il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Maintenant que vous êtes devenu leader de premier plan, ça fait bon vivre Bon, là, c'est une autre question que vous me posez. Non, seulement pas l'idée de premier plan, mais maintenant que le dessein a voulu que je m'asseye dans le fauteuil de Maître Yavi Agbouebo, est-ce que ça fait bon vivre? C'est ça la question même. C'est ça la question. Alors, plus de responsabilité, plus de charges, plus de pression. D'abord, ce n'est pas facile de remplacer un monument comme Maître Agbouebo. Et que le choix soit porté sur ma modeste personne, c'est encore plus grave. Mais lorsque le devoir t'appelle, tu ne peux pas t'éclipser. C'est le devoir t'appelle, tu ne peux pas t'éclipser. Et malheureusement, le destin ne connaît pas si tu dois être gros, tu dois être grand, tu dois être haut. Non, le destin vient choisir celui qu'il veut choisir. Et c'est pour cette raison que lorsque les militants ont décidé de porter leur choix sur ma personne, je ne peux pas m'éclipser, mais je prie le ciel et la terre pour que la mission qui m'est confiée, que je puisse l'assumer pour le bonheur de tous les Togolais. Et surtout préparer la relève, parce que ça aussi c'est le problème des partis politiques de notre pays. Hein? C'est un gros problème, parce que nous l'avons connu avec notre congrès. Donc il faut que la relève puisse être préparée, mais il faut aussi intéresser la jeunesse à la politique, parce que avec tout ce qui s'est passé,
La jeunesse aujourd'hui est découragée de la politique. Nous devons travailler à ce que cette jeunesse-là revienne à la politique pour savoir que la politique, c'est pour eux. C'est pour le bien de la nation, surtout le bien de la jeunesse. Monsieur Robert Yaodaté, cette émission tire à sa fin. Que dire en fin de cet entretien? À bâton rompu, tous les sujets, on les a abordés comme ça, pas forcément dans la stricte logique. Que dire en fin d'entretien? Bien, je vous remercie d'abord, mais permettez-moi de paraphraser le père de l'indépendance qui disait « La nuit est longue, mais le jour vient ». La lutte pour la démocratie est longue, mais la victoire est proche. Armons-nous de courage et de détermination pour faire du Togo l'ordre de l'humanité, comme l'ont prédit nos aïeux, avec la méthode du CAR, qui est l'agboïbisme, c'est-à-dire la pression et le dialogue. C'est ça. Je vous remercie. Courage et détermination, c'est sur ce mot que se referme cette émission de rencontre et échange. Robert Yaodaté était mon invité, président national du CAR. C'est avec lui que nous avons fait le tour d'horizon de ces questions. Monsieur le Président, une fois encore, merci de votre disponibilité et nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre nouvelle mission. Merci beaucoup. Téléspectateurs, c'est la fin de ce nouveau numéro de rencontre et échange. Je vous retrouve la semaine prochaine pour 2 réflexions. Pendant ce temps, portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt. Merci, Président.